Moussa Diongolé, je suis maître de conférence agrégé, praticien hospitalier, chef de service de néphrologie à l'hôpital national de Zender. Et j'ai été fellow de l'ASN, donc c'est un groupe de recherche qui a pour but d'améliorer la prise en charge des patients en présentant une insuffisance rénale sur le plan mondial. Donc, je m'en vais vous entretenir sur la prévention de l'insuffisance rénale chronique. Cette présentation va se dérouler sur le plan suivant. Après une introduction, nous parlerons des intérêts, des rappels, le diagnostic et le traitement. Surtout, le volet ici, c'est la prévention. En introduction, ce qu'il faut retenir, c'est que l'insuffisance rénale chronique se définit comme étant une baisse progressive de la fonction rénale avec un débit de filtration glomérulaire. On verra comment calculer ce débit qui est inférieur à 100 ml par minute au-delà de 3 mois. Donc, c'est important ce délai-là, 3 mois. Et ce qui la caractérise, c'est le caractère irréversible qui la différencie donc de l'insuffisance rénale aiguë. Qu'est-ce qui la caractérise aussi? Son évolution qui est insidieuse. Quand le diagnostic s'est fait, c'est déjà au stade de complication, et c'est pourquoi l'intérêt de la prévention. Donc cette altération des reins, ces organes nobles que vous avez rappelés, cette altération aura pour conséquence une accumulation des déchets parce que le rein ne filtre plus, les déchets vont s'accumuler, le rein va perdre son pouvoir de régulation hydrique et électrolytique. Et le traitement a été révolutionné, surtout avec les techniques d'épuration extra-rénale, la dialyse, notamment l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation, surtout qui va donner au rein ces deux fonctions, nous allons voir, et surtout la néphroprotection qui a pour but de stopper la dégradation de la fonction rénale. L'intérêt est quadruple, il est d'abord épidémiologique. L'insuffisance rénale chronique fait partie des maladies non transmissibles dont on voit les 5 plus grandes maladies, c'est les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires, le diabète et les maladies mentales. Et ces maladies non transmissibles ont une forte proportion de la population qui présente ces maladies non transmissibles. Et ces maladies-là sont responsables de 41 millions de décès par an, dont 15 millions de décès prématurés. Et la quasi-totalité des décès survient dans les pays à faible revenu. Et quand on prend le cas de l'insuffisance rénale chronique, on constate une forte augmentation. Il y a une interconnexion de cette maladie avec notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires et notamment les maladies mentales. Pour ce qui est de l'insuffisance rénale chronique, quand on le prend, sa prévalence mondiale, c'est environ 697 500 000 habitants, on estime au monde qui présentent cette maladie. D'autres données parlent de jusqu'à 850 millions d'habitants. Et la quasi-totalité, donc le fort pourcentage est retrouvé dans les pays en voie de développement. Et c'est le cas aussi quand vous prenez le cas de l'AKI, donc c'est l'insuffisance rénale aiguë. On estime que, puisque nous allons voir cette insuffisance rénale aiguë aussi, c'est un facteur de risque de cette maladie, de l'insuffisance rénale chronique. On estime à environ 13 millions le nombre de cas par an, dont la quasi-totalité dans les pays en voie de développement. Et comme je disais, ce type d'insuffisance rénale, si elle est mal prise en charge, va évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Pour ce qui est des données, la prévalence dans les pays en voie de développement, elle varie de 14,3 à 36,1% avec une prévalence globale d'environ 9%. Et dans ces pays, c'est essentiellement des prévalences hospitalières et ça dépend des zones. Et qu'est-ce qui caractérise cette insuffisance rénale aiguë? C'est surtout dans nos pays l'hygiène de patients.
Donc, il y a aux alentours de 20 ans, 30 ans, 40 ans, contrairement aux pays occidentaux, que c'est après la centaine, 110 ans qu'on trouve une forte proportion de patients à hémodialyse. L'intérêt aussi diagnostic, comme je disais tout à l'heure, l'évolution est insidieuse. Le diagnostic est fait au stade de complication et le diagnostic qui est purement biologique, c'est le dosage de la créatinémie qui sera élevé. Et en ce moment, il faut aller, on verra, il faut donc rechercher une créatinine antérieure datant de plus de 3 mois avec notion de une maladie à fort risque de développer une insuffisance rénale. L'intérêt aussi thérapeutique, la dialyse a permis de révolutionner la prise en charge de nos patients et ces dernières années, surtout avec la neuphoprotection, on améliore davantage les conditions de vie, on arrête la progression de la maladie. Et enfin, l'intérêt est pronostic. Le pronostic peut être vital, notamment s'il y a des signes de gravité tels que l'hypercalémie, l'OAP, ça peut être fatal pour l'individu et cette maladie est caractérisée par une morbimortalité importante, plusieurs hospitalisations des patients et une mortalité élevée. À rappel, le rein fait partie de l'appareil urinaire qui est composé du haut appareil, donc le rein, le bassinet, l'urétère, le haut appareil, le bas appareil, la vessie, l'urétère. Pour ce qui est du rein, l'élément élémentaire, c'est le néphron. Elle se présente sur votre écran ainsi. Vous avez une boucle à gauche qui représente le glomérulus, c'est là où la filtration a eu lieu. Après cette filtration, ça passe dans la seconde structure qui est en couleur verte. C'est ça qui cette structure tubulaire a pour rôle de réabsorber, faire la réabsorption, sécrétion des substances, donc de ce qui a été filtré pour amener à l'organisme ce qui est dont l'organisme a besoin. Et au finish, on aura les urines qui seront d'environ 1,5 à 2 litres. Et il faut préciser le rôle important joué par ces reins parce qu'on estime que sur 24 heures, le va-et-vient du sang au niveau de ces deux organes, ça représente à peu près 180 litres et on ne n'urine qu'à peu près 1,5 litres. C'est grâce à ces structures en couleur verte qu'on appelle les tubules qui absorbent la quasi-totalité de ce qui a été filtré. Le rein, normalement, chaque individu en a deux, ça fait moins de 1% du poids corporel. Et malgré ce petit poids, il reçoit 25% du débit sanguin cardiaque. Donc, c'est ce qui fait du caractère, on dit noble. Donc, c'est pourquoi les signes d'hypoperfusion ou bien des anémies sévères ont des répercussions sur ces deux organes. Et ces organes ont deux rôles ou bien fonctions principales qu'il faut connaître. C'est d'abord la fonction exocrine. La fonction exocrine, c'est l'épuration, donc c'est la filtration, débarrasser l'organisme des déchets. À côté de la filtration, il y a la régulation de l'eau et des électrolytes. Donc, le rein joue un rôle important dans la régulation de l'eau et des électrolytes. La deuxième fonction principale, c'est la fonction endocrine, notamment la synthèse de l'érythropoïétine, qui est l'agent stimulant de l'érythropoïèse, donc la fabrication des globules rouges. Le rein intervient aussi dans l'activation de la vitamine D. Il ne fabrique pas la vitamine D, mais le rein permet son activation. Il y a d'abord la vitamine D dérive des rayons ultraviolets. Il y a une première hydroxylation faite en position 25 au niveau hépatique, puis une deuxième hydroxylation en position 1 au niveau rénal, et c'est ça qui donne l'activité à cette vitamine D, et cette vitamine D a pour but de stimuler l'absorption intestinale du calcium. De l'autre côté, on a les prostaglandines et la rénine qui est une substance vasoconstrictive, donc qui permet l'élévation de la pression artérielle. Dans les états de choc, c'est cette réaction qui s'est faite, qui permet de maintenir une certaine
des paramètres hémodynamiques acceptables avec la vie. Pour ce qui est de la physiopathologie de cette insuffisance rénale chronique, quand il y a lésion rénale, ça peut être glomérulatubulaire ou bien interstitielle. Ces lésions-là vont diminuer le nombre de néphrons qu'on appelle réduction néphronique. Et cette réduction néphronique va engendrer une activation du système rénine-angiotensin-aldostérone qu'on a parlé tout à l'heure. Et cette activation du système rénine-angiotensine sera la base. Donc, il y aura une hyperfiltration, notamment avec l'hypertension artérielle. Il y aura une protéinurie. Et l'hypertension artérielle, la protéinurie, on verra, c'est les deux facteurs majeurs de dégradation de la fonction rénale. Ça va aboutir à la destruction du rein, la glomérulosclérose. Et quand le rein est détruit, le DFG baisse et vous allez avoir les différents signes, notamment l'accumulation des déchets, la rétention de l'eau, les édèmes et autres, la fonction endocrinienne qui sera perdue, il n'y aura pas de synthèse d'érythropoïétine, il y aura l'anémie. Quelles sont donc les circonstances de découverte de cette insuffisance rénale? Généralement, devant toute anémie, il faudra faire un bilan rénal à la recherche d'une insuffisance rénale. Parfois, c'est l'anémie qui amène le patient à l'hôpital. On voit qu'il a 6-7 grammes, on fait l'urique 4 et on trouve des chiffres de créate très élevés et d'azothémie. C'est devant l'asthénie. L'asthénie peut être liée aux toxines, mais aussi à l'anémie. Et vous avez d'autres signes, notamment digestifs, qu'on appelle le syndrome urémique digestif. Ça s'accompagne de l'anorexie parce que le patient n'a pas envie de s'alimenter, le centre de l'appétit est inhibé, ça s'accompagne de nausées, vomissements. Et le diagnostic aussi peut se faire devant des complications, devant un patient qui a amené un tableau d'œdème aigu du poumon qu'on appelle OAP, ou bien une hypercalémie. Voilà donc en quelques mots des circonstances de découverte. Le diagnostic positif. Le diagnostic positif se base aussi sur l'anamnèse, donc l'interrogatoire qui va retrouver la notion d'une créate antérieure qui date de plus de 3 mois, une maladie telle que l'hypertension artérielle ou bien diabète, ou bien la notion de dème de membre inférieur qui date de plus de 3 mois. Donc, ces notions de l'anamnèse sont très importantes. Donc, mais le diagnostic positif est fait devant le dosage de la créatinine qui sera élevé. Et comme je vous ai dit, il faut toujours chercher un dosage antérieur, ce qui est particulièrement difficile dans nos pays parce que les gens ne consultent pas les structures de santé à temps. Et cette créate antérieure va permettre de calculer ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, donc pour pouvoir estimer le fonctionnement des reins. Et en ce moment, ça sera inférieur à 60 ml par minute. Autre élément du diagnostic positif, c'est au niveau de la biologie, c'est qu'est-ce que l'élément essentiel, l'anémie qui est normochrome, normocytaire, arégénérative. Parce que il n'y a plus l'érythropoïétine, donc l'agent stimulant manque, donc il y a cette anémie qui s'installe. Et le diagnostic est fait devant la numération et le dosage de taux de réticulocytes qui permet de voir que l'anémie n'est pas régénérative, donc c'est lié à ces défauts de synthèse de l'érythropoïétine. Au niveau de la biologie toujours, nous aurons une hypocalcémie liée donc à un défaut d'inactivation de un défaut d'activation de la vitamine D. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que la vitamine D sert à estimuler l'absorption intestinale. Donc, cette hypovitaminose D sera à la base de l'hypocalcémie et l'hyperphosphorémie. C'est le rein qui élimine le phosphore quand au stade terminal, il n'arrive plus à l'éliminer, ça va s'accumuler et le phosphate va être élevé. On verra, c'est l'un des éléments qui contribuent aux maladies cardiovasculaires. Autre élément important dans le diagnostic positif, c'est la diminution de la taille des reins. Normalement, la taille fait, si on prend la longueur 12, la longueur 6 et l'épaisseur 3 cm,
essentiellement devant une anémie. Devant une anémie, il faut réaliser un bilan rénal d'emblée. Notamment, il faut demander la créatininémie et l'azotémie ou bien l'urémie. Et parfois, c'est l'élément essentiel, c'est le motif fréquent aux urgences, c'est à partir de l'anémie qu'on diagnostique cette pathologie. Ça peut être vu aussi devant une asthénie. L'asthénie peut être liée aux toxines, mais également surtout à l'anémie, parce que l'anémie, on a vu que c'est lié à un défaut de synthèse de l'érythropoïétine. Des signes digestifs, notamment l'anorexie, puisque pour manger, il faut qu'il y ait de l'appétit. Donc, les toxiques inhibent le centre de l'appétit et seront à la base de nausées, vomissements. Et on verra, ces éléments-là vont créer, seront à la base d'une dénutrition chez les patients insuffisants rénaux. Le diagnostic peut être fait devant des complications, donc devant un édème aigu du poumon qui est une urgence médicale et ou bien l'hypercalémie qui ne pardonne pas, ou bien devant une acidose. Voilà quelques éléments de circonstance de découverte de cette insuffisance rénale. Le diagnostic positif, j'ai dit, il est fait devant d'abord l'interrogatoire qui va rechercher la notion de maladie pouvant être compliquée, pouvant compliquer dont la conséquence devait être une maladie rénale ou bien autre, telle que l'hypertension artérielle, le diabète. Ça peut être des édèmes à répétition. Donc, tous ces éléments, ou bien la notion de fatigabilité, ou bien nausées, vomissements qui datent de plus de 3 mois, ces éléments de l'anamnèse là sont très importants. Mais surtout, ce qui permet de faire le diagnostic, c'est la biologie, notamment le dosage de la créatininémie, donc qui va être élevé et ce dosage-là, avec ça, vous allez calculer le début de filtration glomérulaire en utilisant soit le formule de Prof Gold, qui est la plus ancienne, dont on n'a pas besoin d'une machine ou bien d'une connexion Internet, mais qui utilise le poids. Puis il y a eu d'autres formules améliorées, le MRD et le CKD-EPI. Professeur, désolé de vous déranger encore, mais je pense à partir de Quand la vous calculez, vous allez créatininémie retrouver un élevée. DH qui est l'estimation de la fonction rénale. Comme je vous ai dit, qui date de plus de 3 mois. Comme l'homostère a régénératé par défaut de synthèse. L'hypocalcémie, qui est... oui, qu'est-ce que vous dites? En fait, on vous a perdu un peu encore. Entre le dosage antérieur Docteur Pascali, Oui, là, je vous entends. En fait, quand vous avez abordé la docteur Pascali, créatinémie élevée, on ne vous entendait plus, ça crachait encore. oui, oui. Oui, je ne sais pas si Oui, vous pouvez voilà, donc je reprendre disais cette la diaporama. Oui. créatinémie. Quand le malade va se présenter aux urgences, vous allez demander la créatinémie et vous allez voir que c'est élevé à plus de 1000 millimoles ou bien 2000 millimoles. Maintenant, vous allez demander est-ce qu'il y a 3 mois, 6 mois, la carte était normale ou bien si vous dites que c'est élevé, donc c'est un élément important voilà, donc, qui intervient dans la chronicité. Et avec cette créatinine, ce dosage de la carte, vous pouvez lire. Donc, on impose même au laboratoire, selon le Cochrane ou bien Gold, selon MDRD ou bien c'est fait au Maghreb et dans certains pays africains aussi, euh, ce début de
fluctuation est calculé de manière systématique. Agérative par défaut de synthèse de l'érythropoïétine intervenant dans la fabrication de globules rouges, le est détruit, n'est plus fabriqué, donc il y aura baisse du taux d'hémoglobine. Et c'est à travers l'animation de formule sanguine, l'hémogramme, on objective l'anémie, et le caractère agératif par le dosage du taux de réticulocytes. L'hypocalcémie, je disais que c'est lié à un défaut d'activation de la vitamine D, et l'hyperphosphorémie, un défaut d'expression du phosphore parce que c'est le rein qui élimine dans la quasi-totalité le phosphore. Et l'élément important de la chronicité aussi, c'est l'imagerie à travers l'échographie rénale qui va augmenter les reins de taille diminuée, hormis quelques exceptions telles que la polykystose, le VIH, le diabète ou bien en cas d'obstacle sur les voies urinaires. Une fois que cette carte-là est élevée, on a déjà de notions de carte antérieure élevée. Maintenant, il faut essayer de voir l'évolution de cette insuffisance rénale. L'évolution, elle est variable d'un individu à un autre. On estime qu'après 40 ans, même en dehors de tout facteur de risque de maladie rénale, on perd 1 millilitre par environ 10% de capital nephronique. Donc là, au-delà de 40 ans, donc là, il constitue aussi un facteur de risque de maladie rénale. Et dans certaines pathologies telles que le diabète, on pense que si le diabète est déséquilibré, on perd environ 12 millilitres par minute par an du DFG qu'on a calculé. Donc si on prend quelqu'un qui a 60 millilitres par minute, s'il perd 12 millilitres, ça veut dire qu'en 5 ans, il va aller au stade chronique. Il existe d'autres facteurs de progression. Il y a des facteurs non modifiables qu'on appelle invariables. L'âge avancé, vous ne pouvez pas modifier ça. Le sexe masculin, c'est un facteur de progression. La race noire et la néphropathie initiale, c'est des trucs qu'on ne peut pas modifier. Par contre, il y a ce qu'on appelle les facteurs modifiables et c'est là où nous allons intervenir beaucoup, notamment en cas d'hypertension artérielle, en cas de protéinurie, l'hypertension artérielle, la protéinurie, et c'est parce que c'est les deux facteurs majeurs de dégradation de la fonction rénale. Et de l'autre côté, il y a les autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires tels que le tabagisme, les dyslipidémies, l'obésité qu'il fallait prendre. On peut agir sur ces éléments. Une fois le DFG calculé, ça permettra de voir le stade d'insuffisance, le niveau de stade de l'insuffisance rénale. On parle de terminal quand vous avez le débit inférieur à 15 millilitres par minute. On parle d'insuffisance rénale sévère entre 15-29, donc entre 30-40 et 45-60, on parle d'insuffisance rénale modérée. Et quand vous regardez sur cette diapo, à droite, vous avez la personne qu'on appelle d'une albuminurie dans les urines. On voit tout à l'heure comment chercher cette albuminurie. Et vous avez différentes couleurs. Par exemple, quand vous prenez à partir du stade d'insuffisance rénale inférieur à 100 millilitres de G3A, vous avez vu pratiquement c'est des facteurs rouges parce que en plus le DFG est bas. Il y a l'existence d'une albuminurie, comme on dit, qui est péjorative pour la fonction rénale. Donc, c'est important de chercher cette albuminurie et c'est important de stadifier le niveau de la fonction rénale. Une fois le stade connu, il faudra chercher les étiologies. Les étiologies, c'est essentiellement des causes glomérulaires. En ce moment, c'est la protéinurie qui est au premier plan. Les causes vasculaires, c'est l'hypertension qui sera au premier plan et les causes tubulaires interstitielles chroniques, vous allez avoir la bandelette, une leucocyturie, une hématurie, une polyurie. Le traitement, une fois l'étiologie connue, il faut traiter. Le traitement repose sur la nephroprotection. Donc, il faut empêcher à la fonction rénale de se dégrader. On va insister sur ça. Donc, la nephroprotection, c'est l'ensemble des mesures qui concourent à arrêter la dégradation de la fonction rénale et on va agir sur des éléments qui la dégradent beaucoup. C'est l'hypertension artérielle, c'est la protéinurie. On va essayer de baisser les chiffres de la pression artérielle. On va essayer de négativer une protéinurie. Ici, il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, nous allons les prendre en charge.
Autre traitement de l'insuffisance rénale, c'est les techniques d'épilation extra-rénale, notamment la dialyse, qui utilise une membrane artificielle avec un circuit extracorporel, un injecteur de dialyse. Et vous avez la dialyse péritonéale qui utilise le péritoine, qui est une endomembrane. Et surtout, le meilleur de traitement demeure la transplantation rénale, puisque l'hémodialyse, la dialyse péritonéale permet de corriger la fonction exocrine, mais la transplantation rénale permettra de corriger non seulement la fonction exocrine, mais la fonction exocrine et endocrinienne. Et récemment, à partir de 2015, il y a un autre concept de traitement qui est apparu qu'on appelle le traitement conservateur. Ce traitement conservateur est surtout utilisé pour des personnes âgées ou bien la personne peut décider pour des raisons X de ne pas dialyser. Donc, il faut prendre en charge les complications. Il faut traiter l'anémie. Il faut traiter la dégradation de la fonction rénale, c'est l'hypertension artérielle, c'est la protéinurie. Elle prend en compte aussi les autres facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité, diabète et autres. Tabagisme. Vous m'entendez? Docteur Pascaline. Docteur Oui, on vous Pascaline. entend. Oui, 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 on vous entend. Oui, professeur. Côté de cette neuphoprotection, vous avez au stade terminal cas de DFG inférieur vous avez Là, actuellement, on n'entend plus rien du tout. On n'entend rien du tout. On n'entend absolument rien. Il y a l'hémodialyse, donc qui est artificielle. Vous avez la dialyse qui utilise le péritone, qui est une endomembrane, surtout dans les pays francophones. La dialyse. Allô? Oui, en fait, je ne vous Docteur entendais Pascaline, plus. Ça ne, voilà. vous ne m'entendez pas? Non, on entend, mais on entend, ça crache beaucoup. On n'entend pas bien votre voix. Si vous pouvez une fois encore, je vous le demande, s'il vous plaît, reprendre cette diapo. Oui, pour le traitement de l'insuffisance rénale, l'élément essentiel, c'est la neuphoprotection. C'est tous les éléments qui concourent à arrêter la dégradation de la fonction rénale. Et elle cible de deux facteurs majeurs de dégradation de la fonction rénale, c'est l'hypertension artérielle, c'est la protéinurie et les autres facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'obésité, le diabète, tabagisme. Vous m'entendez? Docteur Pascaline, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Bon. Donc, ça, c'est avant le stade terminal. Mais au stade terminal, il faut utiliser les techniques d'épuration extra-rénale dont je disais, il y a l'hémodialyse qui utilise un circuit extracorporel, qui utilise une membrane artificielle et un générateur de dialyse. Et c'est cette technique que nous utilisons beaucoup plus dans nos pays, particulièrement dans les pays francophones, en Afrique. Et de l'autre côté, nous avons la dialyse péritonéale qui utilise une endomembrane qui est le péritone, qui est beaucoup plus utilisé chez les enfants, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et vous avez le meilleur de traitement, c'est la transplantation rénale, parce que la transplantation rénale va donner à l'individu, au patient, sa fonction exocrine et endocrinienne, contrairement aux deux autres techniques qui ne permettent que de corriger la fonction exocrine. C'est bon, vous m'entendez? Docteur Pascaline. On vous entend très bien, oui. On vous entend très bien. Voilà.
Je disais depuis 2015 et surtout à partir de 2021, un autre traitement de l'insuffisance rénale chronique a été développé, c'est le traitement conservateur qui est utilisé pour des patients qui décident pour des raisons X de ne pas dialyser ou bien des patients qui sont très âgés, on utilise ce traitement, on corrige les autres, comment on appelle, les complications de cette insuffisance rénale, on le suit jusqu'à leur décès. Et l'autre volet du traitement, c'est surtout la prévention qui est l'objet de notre présentation. Donc, pourquoi il faut prévenir? Il faut prévenir sur cette diapo, vous allez voir, c'est, comment on appelle, les patients qui présentent une insuffisance rénale, dans les pays à faible ressources, on ne peut dialyser qu'environ 4%. Donc, on manque de moyens pour pouvoir prendre en charge tous les patients. Là, vous avez, même dans les pays développés, tout le monde n'est pas dialysé, c'est 60%. Donc, devant cette situation, ce qu'il y a à savoir, c'est de prévenir. Il faut éviter que les patients passent à l'insuffisance rénale chronique terminale. Sur cette diapo, quand vous, c'est une note du journal parisien, on dit maladie rénale chronique, l'enjeu du dépistage. Cette grave pathologie touche plus de 6 millions de personnes et on dit il faut anticiper pour éviter, en bas, là où j'ai encerclé en rouge, anticiper pour éviter les mises sous dialyse. Vous avez vu, c'est important quand vous connaissez 4% seulement quand vous payez dans les pays en voie de développement qui arrivent à dialyser parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Et la Société internationale de néphrologie est en train de lutter pour que ce soit soit accessible à tous. Vous voyez pourquoi c'est important de prévenir cette maladie. Comment prévenir? D'abord, il faut faire connaître la maladie à la population. Puisque généralement dans nos pays, ça doit être la même chose au Niger, au Bénin, les gens font surtout la médecine traditionnelle d'abord, ils ne consultent qu'au stade tardif, notamment l'anémie, au stade de différentes complications. Et pour prévenir aussi, il faut dépister. On verra, il y a des patients qui sont à risque de maladie rénale et des patients qui ne sont pas à risque. Donc, il faut d'abord s'intéresser à ceux qui sont à risque de développer ces maladies rénales. Quels sont les moyens de prévention? Pour bien prévenir, il faut former des spécialistes en néphrologie. Ces spécialistes qui manquent, on estime par exemple dans mon pays environ 0,62%, 0,62 pour 1 million d'habitants, pour 1 million d'habitants. Donc, vous voyez que ces spécialistes-là sont peu nombreux. Ces spécialistes, c'est ça que c'est eux qui vont faire connaître la discipline, des formations continues au niveau primaire, secondaire et tertiaire pour pouvoir améliorer la qualité des soins. Et pour pouvoir prévenir, il faut avoir des données. Malheureusement, vous voyez, c'est le point faible. Je pense depuis 2 ans, la Société internationale de néphrologie, à travers la Société africaine de néphrologie, est en train de se battre pour avoir des registres de données. Pour qu'on finance, il faut monter des données. Donc, généralement, c'est ce qui manque dans nos pays. Je pense, depuis quelques années, les différents néphrologues s'attellent à créer ces registres de données pour montrer l'ampleur de cette pathologie. Et pour pouvoir prévenir, il faut allouer des ressources conséquentes au traitement de l'insuffisance rénale chronique. Actuellement, quand vous prenez les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils accordent moins de 15% de leur budget à la santé. Donc, il faut que beaucoup de ressources soient allouées pour pouvoir prendre en charge non seulement cette insuffisance rénale, mais les autres maladies non transmissibles. Quels sont les moyens de dépistage? Les moyens de dépistage, avant même la bandelette, c'est la mesure de la pression artérielle. C'est l'élément essentiel parce que c'est l'un des facteurs majeurs de dégradation de la fonction rénale. Et à côté de cette mesure de pression artérielle, vous avez la recherche d'une protéinurie dans les urines. On a dit que c'est le rein qui filtre normalement des protéines de haut poids moléculaire telles que l'albumine ne doivent pas passer. Si ça passe, ça veut dire qu'il y a une anomalie du rein et avec cet examen simple, la bandelette, vous trouvez, il y a différents types de 10, 15 paramètres. L'examen s'est fait sur des urines fraîches et il y a le virage où ça donne des proportions
en fonction de la teneur en albumine dans les urines. Ça donne une trace, une croix, deux croix, trois croix, en fonction de l'importance de cette protéine dans les urines. Cette bandelette aussi, en plus de l'albuminurie, renseigne sur le sédiment urinaire, notamment la notion d'hématuleucocyturie. Parce que eux aussi, au niveau, lors de la filtration du sang, les globules blancs, les globules ne doivent pas passer. Si ça passe, donc il faut aller chercher, parce qu'il y a un problème au niveau des reins, il faut aller faire des explorations, chercher cette maladie rénale en vue de son traitement. Les moyens de dépistage, c'est surtout le dosage de la créatinémie. Donc, le diagnostic d'une insuffisance rénale, elle est biologique. Il faut doser la si elle est élevée, que vous allez dire que il y a une insuffisance rénale. Et comme je vous ai dit, pour dire que c'est chronique, il faut avoir la notion d'une créate qui date de élevée, qui date de plus de 3 mois. Si l'azotémie sera élevée, la glycémie, toujours pour dépister un diabète, parce que quand vous regardez les documents, les deux grandes maladies qui sont responsables d'insuffisance rénale, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète. De l'autre côté, vous avez aussi les infections virales, notamment euh, le virus de VIH, le virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, qui peuvent engendrer des maladies rénales. Et il faudra quantifier la protéine de 24 heures. Si vous avez, comment on appelle, à la bandelette 2, 3 quoi, il faudra maintenant doser la totalité des protéines de 24 heures sur les urines de 24 heures. Ça va vous orienter vers l'atteinte rénale. Autre moyen de dépistage, c'est l'imagerie, on a vu, c'est l'échographie. L'échographie évalue la taille des reins. Donc, la première chose qu'on cherche, c'est la taille. Est-ce qu'il y a un obstacle sur les voies urinaires aussi dans le cadre d'une obstruction urinaire? Parce que si les urines ne sortent pas, c'est des déchets, ça va s'accumuler, ça va détruire les reins. Et l'autre élément important, c'est de nous donner la structure des reins, le cortex. Normalement, le rein, c'est une coupe macroscopique, on devait faire la différence entre les deux zones, la périphérie, qui est le cortex, et là où se trouvent surtout les glomérules, et vous avez la partie centrale, la médulaire. Autre moyen de dépistage aussi, c'est la ponction biopsie, qui est un geste invasif. Ça permettra de donner, notamment dans les maladies glomérulaires, un diagnostic précis, et ça permettra aussi d'évaluer le pronostic de la maladie rénale. Maintenant, ces moyens-là seront utilisés, je disais, il faut cibler des gens. Il faut cibler, quand vous regardez là où il y a le bonhomme, en cas d'hypertension artérielle, diabète, c'est les deux grandes maladies qui donnent une insuffisance rénale chronique. Donc, les hypertendus diabète, lors de leur visite chez leur médecin, en plus des médicaments qui sont donnés, doivent avoir des bilans pour chercher des complications, notamment cardiaques, rénales. Il faut les CG, il faut doser, faire la bandelette, il faut faire l'albuminurie à la bandelette, la protéinurie de 24 heures. Il faut doser la protéine de 24 heures, le diabète également, il faut faire l'hémoglobine glyquée aussi. Vous avez les patients présentant des infections virales, aussi parasitaires tels que le palu dans notre contexte. Il faudra chez les patients qui présentent une insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë, c'est une interruption brutale de la fonction rénale caractérisée par donc une hypercréatinémie, mais potentiellement réversible, donc ce qui la différencie du chronique. Donc ces patients-là aussi, il faut bien les traiter. Si on ne les traite pas, ils vont aller vers la chronicité. Vous avez d'autres maladies telles que, par exemple, la drépanocytose. Hein? La drépanocytose peut être source de maladies rénales et vous avez les maladies rénales primitives, donc liées à, par exemple, la hyalinose segmentaire focale qui est un diagnostic étiologique. Vous avez aussi il faut aller dépister chez les patients qui travaillent dans un environnement pollué ou bien on utilise des insecticides. Donc, il y a aussi ceux qui prennent des toxiques, que ce soit des toxiques modernes ou bien euh, traditionnels. Il faudra aller chercher ces maladies chez ces patients.
devant, donc, une fois voilà la démarche à faire, si on estime qu'il y a une hypertension artérielle, un diabète, une maladie cardiovasculaire, un patient qui a fait une insuffisance rénale aiguë, ou bien il y a une histoire familiale d'insuffisance rénale aiguë, ou bien de l'autre côté, un âge avancé, l'environnement, comme l'exposition aux toxiques, infection au VIH. Donc, si on a ces notions, il faut aller faire ce dépistage. Et, et la première des choses, c'est d'abord la bandelette urinaire. Hein, si elle est positive, il faut faire la protéinurie de 24 heures ou bien il faut faire le ratio protéinurie-créatinurie. La protéine de 24 heures, il faut le urine de 24 heures. Donc, il y a un billet à la collecte, mais vous pouvez faire avec un petit échantillon comme pour le CBU, on peut faire le rapport protéinurie-créatinurie. Ça a la même valeur que la protéinurie de 24 heures. Et si c'est positif, il faut euh, confirmer ça après 3 mois. Il faut confirmer ça après 3 mois. Si vous avez toujours ça, donc il faut le risque est là. Il faut stadifier le stage et il faut identifier la maladie et la traiter. Hein. C'est ça, voilà, pour éviter que ça n'aboutit à l'insuffisance rénale chronique. Quels sont, une fois cette démarche faite, donc là, pour traiter, il faut faire la néphroprotection, j'ai dit. On utilise des moyens non pharmacologiques. Il faut traiter les deux grandes pathologies qui sont responsables de l'incidence rénale, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète. On utilisera des corticoïdes, des immunosuppresseurs dans le cas des maladies auto-immunes. Et de l'autre côté, on a les inhibiteurs de la réabsorption tubulaire du glucose, qui est des nouvelles classes de médicaments utilisés. Ça permet de baisser la glycémie, mais ça a une action particulièrement antiprotéinurique pour laquelle on l'utilise en néphrologie et en cardiologie parce que ça joue un rôle très important dans le traitement de certaines cardiopathies. Les moyens pharmacologiques, l'apport protéique. Donc, l'apport protéique, quand vous regardez la diapo de gauche, il faut comprendre qu'il y a deux niveaux. Avant le stade terminal, donc parce que il faut donner un régime pauvre en protéines, parce que pourquoi un régime pauvre en protéines? L'urée, c'est un produit de dégradation des protéines. Et donc, si la personne mange beaucoup de protéines, il va augmenter son taux d'urée, d'azotémie, et on verra les indications de la dialyse aussi basent tout beaucoup plus sur ces éléments, l'azotémie, l'urémie. Donc, avant le stade terminal, on dit aux patients de manger un moins de protéines environ 0,8 grammes par kilo par jour. Et au stade de dialyse, s'il rentre en dialyse, il n'y a plus cette restriction. Donc, il faut lever cette restriction. Donc, avant, il faut diminuer, mais après, il faut lever cette restriction. Toujours dans les moyens non pharmacologiques, il faut diminuer le sel dans les aliments. L'OMS recommande 2 grammes de sel. Vous conviendrez avec moi que ce que nous consommons, c'est au-delà de 10 grammes. Les aliments contiennent surtout les conserves et autres. Donc, c'est difficile de respecter et le conseil qu'on donne, c'est de préparer sans sel et à la fin mettre son sel. Donc, 2 grammes. Hein, donc, vous voyez, donc on est loin de ce que quand on essaie de faire l'incréta, ce que nous mangeons, notre alimentation est beaucoup plus riche en sel. Dans les moyens pharmacologiques, il faudra boire beaucoup parce que, notamment pour prévenir l'insuffisance rénale aiguë, il faut boire beaucoup. On conseille une bonne hydratation au-delà de 2-3 litres par 24 heures. 2-3 jusqu'à 3 litres par 24 heures. Le régime hypoglycémique, on en a parlé. Il faudra consommer moins de sucre. On estime qu'il faut moins de 4 carreaux de sucre par 24 heures. Nous sommes loin de cela parce que même le jus que nous consommons, les 125 ml, ça contient déjà les 4 carreaux. Et il faut faire l'exercice physique parce que ne pas faire l'exercice physique aussi, c'est une cause de mortalité. On estime à peu près 800 1000 personnes qui meurent de cette absence d'activité physique.
les moyens non pharmacologiques, pardon, ici c'est les moyens pharmacologiques, pardon, c'est le traitement de l'hypertension artérielle. Il faut choisir les bloqueurs du système rénine-angiotensine, c'est les inhibiteurs calciques, c'est le ramipril, c'est le captopril, le pérendopil et autres, les ARA2, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, c'est le losartan et autres. Il faudra, si ces bloqueurs, avec ça, on n'arrive pas à baisser les chiffres de la équilibrer les chiffres de la pression artérielle, il faudra chercher d'autres, ajouter d'autres antihypertenseurs, notamment les inhibiteurs calciques. Le captopril, le pérendoprid et les antagonistes des récepteurs A2, donc notamment l'osartan comme exemple. On peut ne pas baisser les chiffres équilibrer les chiffres de la pression artérielle. Il faut faire recours à d'autres antihypertenseurs, notamment les inhibiteurs calciques, les antihypertenseurs centraux et autres. Pour le diabète aussi, il faudra équilibrer le diabète, notamment par la prise en charge de par ce diabète avec les antidiabétiques oraux et par la voie injectable avec l'insuline. Et actuellement, il y a, depuis quelques 2 années ou 23, il y a la nouvelle classe, euh, une classe antiprotéinique qui est utilisée également, puisque ça fait baisser le diabète. Ça permet d'inhiber les récepteurs du transport du glucose. Ils sont notamment utilisés en cardiologie et en nephrologie. Ça permet de baisser la protéinurie. Dans certaines situations, on aura recours à des immunosuppresseurs, les corticoïdes, dans le cadre des maladies auto-immunes, parce que ça peut être une nephropathie lupique, ça peut être une polyarthrite rhumatoïde. Le but, c'est de négativer la protéinurie, c'est de prendre en charge la maladie, c'est d'éviter que la fonction rénale se dégrade. Et la question qu'on devait avoir après tout ce qu'on a vu, c'est que est-ce que j'ai le diabète ou pas? Donc, il faut aller faire le test. J'ai la pression artérielle élevée ou pas? Il faut aller dans un centre euh, se faire diagnostiquer. Et je vous passe ici, ça c'est sur le site web de la Société internationale de néphrologie. Are you OK? Ça veut dire, est-ce que votre rein est OK? Vous ne pouvez pas savoir si votre rein est OK. Si vous n'avez pas fait, par exemple, d'abord, est-ce que vous avez les facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension ou pas? Est-ce que vous avez vu la bandelette urinaire ou bien est-ce que vous avez dosé la créate? Avant de conclure sur cette diapo, je vous invite tous ceux qui ont participé à signer cette pétition de la Société internationale de néphrologie pour continuer à faire de la maladie rénale une priorité. Donc, d'ici le 31 décembre 2024, on a besoin d'un million de signatures. Je pense, quand j'ai regardé il y a 3 jours, on était à 5 000. Donc, chaque participant, s'il amène à faire signer minimum 10 personnes, c'est déjà quelqu'un de gagné pour faire pour améliorer davantage la santé des reins au niveau mondial. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'incidence rénale, c'est vraiment un problème majeur de santé publique. C'est une maladie qui touche le sujet jeune, adulte, pauvre, l'enfant comme le pauvre, le riche, dont la prise en charge est complexe et coûteuse, d'où l'intérêt de faire la prévention. Et la prévention, c'est le rôle capital du néphrologue à travers 4 gestes essentiels. Si on arrive à imposer ces gestes-là au niveau des structures primaires, secondaires, tertiaires, on aura à améliorer la santé de nos populations par la mesure de la pression artérielle, par la recherche d'une protéinurie ou bien dématurie par les bandelettes urinaires, par le dosage de la créatinine au moins une fois par an ou bien chaque 6 mois, et l'évaluation de ces débits de filtration gloméruleuse selon les différentes formules, et le dosage de la glycémie. Je vous remercie de votre attention et une fois encore, désolé un peu des problèmes techniques, pas facile de suivre le cours.
Docteur Pascaline, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Merci beaucoup, professeur, en tout cas, pour avoir été persévérant malgré les problèmes de connexion. Vraiment, merci beaucoup. Malgré les problèmes de connexion, c'était un cours qui était très bien. Nous avons beaucoup appris et nous vous en sommes reconnaissants. Nous allons passer la parole aux confrères et consoeurs qui sont en ligne afin de pouvoir poser leurs questions, parler de leurs expériences et voilà, partager avec nous ce qu'ils ont à dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole. C'est la même méthodologie. Il suffira de lever la main et vous aurez droit à la parole. Merci. Tous ceux qui disent merci en messagerie, là, vous pouvez également prendre la parole. Comme ça, on saura qui a dit merci. Oui, docteur Modeste, vous avez la parole. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Docteur Modeste, oui, vous avez la parole. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Bonjour, professeur. Merci beaucoup pour votre présentation. Vraiment, moi, j'ai vraiment appris au cours de la présentation. Je vous remercie énormément. Je m'appelle Aboueti Modeste, étudiant en quatrième année de médecine à l'Université de Parakou. Ma question, c'est par rapport à la néphroprotection. J'aimerais savoir par rapport concernant l'IEC et la RA2 que l'on utilise pour la néphroprotection, est-ce qu'il y a une durée hein, de temps que nous devons respecter pour l'utilisation? Parce que je me dis que quoi, l'utilisation outrance de cela, ça pourrait entraîner, parce que bon, si l'on utilise l'IEC et la RA2, ça peut entraîner une vasodilatation au niveau de l'artériole. Euh, Efférente, ce qui que le rein n'aura pas le temps, si c'est que devait filtrer 20% de sang à chaque fois que le sang arrive au niveau du glomérules, le rein n'aura plus le temps de filtrer. Ça va travailler plus. Est-ce que c'est possible d'avoir encore une autre complication à l'utilisation outrance de ces IECAA de concernant la néphroprotection? Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ma question. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je pense que je vais donner la parole à docteur Abel Boukassa. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Merci beaucoup, c'est Dr Boukassa. Je vous appelle de la République démocratique du Congo. Je voudrais poser la question au professeur. Je vous ai pris en cours. Merci d'abord pour la présentation. Mais je ne sais pas si peut-être vous avez déjà répondu à ma question. Mais la question était de savoir, dans les mesures de prévention, vous avez dit qu'il fallait diminuer l'apport de protéines. Alors, quelle attitude avoir devant un malade dénutri, mais qui présente l'insuffisance rénale? Merci. Pour la maladie rénale chronique. Merci. Allô, on m'entend? On vous entend très bien, docteur. Merci. Je pense que j'ai fini. Merci beaucoup. Professeur, vous voulez que je prenne les deux personnes qui sont en attente ou vous préférez répondre aux deux personnes qui ont déjà posé les questions? Vous pouvez leur donner la parole. D'accord, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Jolie Wanja. Monsieur ou Madame Wanja. Je ne sais pas si la personne se reconnaît.
Madame Ariel est autant pour moi. Christiane. Madame Ariel Christiane, est-ce que vous arrivez à m'entendre? En attendant, on va donner la parole à monsieur ou madame Idriss Saleh. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour, monsieur Idriss. Je remercie les chers maîtres pour la présentation et je remercie également Dr Pascaline pour la modération de cette séance. En fait, j'ai deux questions. La première, il s'agit de la néphroprotection. Est-ce qu'on peut mettre les inhibiteurs de l'enzyme de conversion en cas de HTA qui est néphropathie vasculaire? Et la deuxième question, je n'ai pas vraiment compris les traitements conservatifs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Vous m'entendez? La deuxième question. Un peu d'explication sur le traitement conservateur. Je n'ai pas vraiment compris. Merci. Ok. Merci, monsieur Idriss. Je vais laisser la parole à madame Ariel. Merci, docteur, pour la parole. Désolée pour le retard, j'avais du mal à réactiver mon micro. Je tiens tout d'abord à remercier notre cher maître pour cette brillante présentation sur le traitement préventif ou la prévention des insuffisances rénales chroniques terminales. Ma question concerne le traitement conservateur. Ici, le professeur nous a fait savoir que le traitement conservateur consistait en la prise en charge des complications liées à l'insuffisance rénale chronique au stade terminal. J'aimerais donc savoir si il s'agit ici concrètement d'un traitement palliatif ou est-ce que ce traitement aura un quelconque effet sur la progression de la dégradation de la fonction rénale chez les patients. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Professeur, je pense qu'il y a monsieur Renaud qui a la parole, puis après on va laisser la parole au professeur. Merci beaucoup, docteur Ariel, même si on ne sait pas de quel pays vous nous venez. On va laisser la parole à monsieur Renaud. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je remercie le professeur pour l'enseignement. Moi, j'ai un apport et une question. L'apport concerne la prévention. Dans la partie de risque, il a noté que les infections au virus, telles que l'hépatite B, l'hépatite C, le virus de l'immunodéficience font partie des facteurs de risque. Donc, dans la prévention, je suis mieux de l'ajouter. Et j'aimerais savoir également par quel mécanisme l'infection au virus de l'hépatite B peut aggraver la fonction rénale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Renaud. Professeur, vous avez la parole. Je peux répondre. Oui. Ok. Par rapport à la première question, pour la néphroprotection, l'utilisation des IEC ARA2, je pense, nous tous, on a appris, c'est des médicaments, quand vous les donnez chez le patient hypertendu, il faut toujours expliquer s'il y a vomissement, diarrhée, il faut les arrêter, ça va aggraver la fonction rénale. Donc, la durée, c'est par rapport, puisque si le patient est hypertendu, ça veut dire que c'est une hypertension artérielle, c'est un traitement, peut-être si ça convient au patient, ça sera à vie. Mais si le patient n'est pas hypertendu, dans certains cas, on s'est mis à viser antiprotéinurique, vous faites votre bilan régulier de protéines de 24 heures. Si ça c'est négatif, vous allez arrêter. Donc ici, ce que il faut retenir ici, c'est des médicaments, s'ils sont prescrits, il faut toujours dire à votre patient, si vous avez diarrhée, vomissement, il faut les arrêter. C'est en ce moment que, voilà, si c'est pas arrêté, que ça va aggraver la fonction rénale si elle n'est pas totalement altérée. J'espère avoir répondu à votre question. Pour la question de notre collègue de Congo, de la RDC,
Oui, la baisse de la protéinurie, on dit avant le stade terminal. Pourquoi? Parce que, par exemple, au stade sévère, modéré, on n'est pas au stade terminal. La dialyse n'a pas été indiquée. Vous essayez de préparer votre patient à arriver en dialyse. Quand vous lui donnez, si vous dites de manger des protéines, il va augmenter son dos durée et ça va le précipiter à la dialyse. Parce que les indications de dialyse, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus sur le taux élevé d'azothémie. Et c'est vraiment problématique chez nous parce qu'on n'a pas les autres solutions pour pouvoir amener, bien nourrir, faire une rénutrition de nos patients. Et ce que je garde d'un de nos maîtres, il dit, en Afrique, on ne peut pas imposer ces régimes voilà, à nos patients. Il faut leur dire de manger beaucoup. Donc, vraiment, on n'a pas le choix. Les gens n'ont pas le moyen de payer les molécules adéquates. Et donc, je suis d'accord avec vous en ce moment. On va dire qu'on va lever la restriction. Parce que pour nous, si vous ne levez pas la restriction, ça va aggraver la dénutrition. Et comme j'en ai parlé dans le cours, la dénutrition, c'est non seulement aggravé par cette diminution des protéines que vous allez imposer aux patients, mais c'est également lié à la maladie parce que, comme je disais tout à l'heure, la maladie, le centre d'appétit va être inhibé. Le patient n'aura pas envie de s'alimenter. Les nausées, vomissements qui accompagnent le syndrome urémique digestif empêchent l'alimentation et tous ces phénomènes-là vont concourir à créer cet état de dénutrition chez nos patients. Et comme je vous ai dit, qui nous posent vraiment de prise en charge parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir les molécules adéquates. C'est hyper cher ici chez nous. Donc, dans les pays européens, ça fait partie, par exemple, du kit de la prise en charge. Voilà. Pour la troisième question, toujours pour la lymphoprotection, les VEC, oui, même si c'est pas une lymphopathie vasculaire, on peut utiliser euh, euh, on peut utiliser ces VEC. Et ce qu'il faut, comme par rapport à ce que j'ai dit au premier intervenant, c'est que c'est des médicaments, il faut toujours expliquer aux patients s'il y a diarrhée, vomissement, il faut les arrêter, mais c'est des médicaments qu'on peut bel bien utiliser dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, sauf en cas de, comment on appelle, sténose bilatérale des artères. Et ça dans les bouquins, on nous dit que de ne pas le faire, mais en pratique, vous allez voir, dans certaines situations, on les utilise de manière pratique. Mais ici, une fois encore, ce qu'on nous dit ici, si on vous dit IEC, sténose bilatérale en examen, il faut dire que c'est contre-indiqué. Mais de manière pratique, vous allez voir, moi, là où j'ai été formé, dans certains sites, j'ai vu des sténoses, on mettait voilà, c'est IEC, voilà. Mais il faut toujours retenir ce que les livres ont dit, donc c'est contre-indiqué. Mais de manière pratique, il y a certains qui l'utilisent avec une surveillance minutieuse. Pour ce qui est du traitement conservateur, le traitement conservateur, comme je vous ai dit, c'est destiné aux patients. Par exemple, les personnes très âgées, ils peuvent décider, je ne veux pas être dialysé ou bien manque de moyens. Donc, tu ne vas pas laisser le patient et ce traitement conservateur va prendre en charge les différentes complications. Donc, l'anémie, s'il a les moyens, il faut le traiter avec l'érythropoïétine. Il faut traiter les troubles phosphocalciques avec du calcium, vitamine D, l'hyperphosphorémie avec les chélateurs du phosphore, l'acidose, il y a des gélules de bicarbonate. Vous avez vu tous ces phénomènes-là, on utilise pour, si vous voulez, c'est un traitement palliatif. Hein. Par exemple, moi, il y a un patient, je pense avec le traitement conservateur, il a fait environ 3 ans, un patient de 78 ans. Il a refusé la dialyse, il faisait ses EPO, on corrigeait l'anémie, les taux phosphocalciques, il a tenu 3 ans. Hein. Et voilà, en ce moment, donc, il y a une restriction à donner surtout au niveau de comment on appelle, l'alimentation, notamment avec les protéines. Donc, il a tenu environ 3 ans. Donc, c'est un traitement palliatif aussi. Et voilà, aussi,
Et je pense que la dernière question par rapport aux infections virales, notamment l'hépatite B. L'hépatite B, chez certains, vous allez voir, ils vont prêter, les pieds vont gonfler. En tout cas, vous allez faire l'albumine, vous allez voir que l'albuminurie est élevée. Vous dosez la protéine de 24 heures, au lieu d'être inférieur à 0,15 par 24 heures, vous allez trouver 8 grammes. Et il faut ce qu'on appelle également une maladie glomérulaire, la glomérulophyte extramembraneuse. C'est un diagnostic étiologique. Donc cette protéine importante-là, si vous ne la traitez pas, si ça dure, ça va être délétère, c'est toxique pour le rein. C'est ça qui va aller à la dégradation de la fonction rénale. Voilà donc le lien entre le virus B, si vous voulez, entre et l'évolution de la fonction rénale. Voilà. Donc, c'est pour il faut non seulement traiter l'hépatite B, ça va permettre de diminuer la protéinurie et ça permettra de préserver la fonction rénale. Docteur Pascaline. Docteur Pascaline. Oui, professeur, je suis là. Voilà, donc, j'espère avoir répondu, voilà. Ok. S'il y a un oubli, on peut me rappeler toutefois, voilà. Donc, ce que j'ai noté, je pense, puisque la question d'Ariel et Idriss, c'est pour le traitement conservateur, voilà. Donc si vous voulez, c'est un traitement palliatif, mais c'est la prise en charge de complications pour quelqu'un qui décide de ne pas se faire dialyser, de ne pas se faire transplanter. Et chez nous aussi, les gens n'ont pas les moyens de la dialyse il y a quelques mois. Donc, on leur propose ce traitement conservateur, mais actuellement, bon, la dialyse, elle est gratuite. La prise en charge est gratuite pour tous. Si vous avez les moyens de payer le cathéter, les essentiels, il sera dialysé. Merci beaucoup, professeur. Je vais demander à tous ceux qui posent des questions dans la messagerie de bien vouloir lever leur main. La parole leur sera accordée. Il y a monsieur ou madame Zabeirou Anaï, j'espère que j'ai bien dit, qui a levé la main. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je remercie le professeur pour le contenu si riche de sa présentation, pour avoir nous édifié sur la prévention des maladies rénales chroniques, et j'ai reçu aussi le docteur Pascaline pour la modération. Moi, mon inquiétude, c'est par rapport à l'avant-dernière diapo que le professeur avait parlé de la signature, et actuellement, il y a 500 et quelques signatures, alors qu'on a besoin d'un nombre que le professeur avait annoncé, que je n'ai pas bien noté. J'aimerais savoir quelle est l'importance de faire signer, comment on appelle ça, de faire cette signature, et comment y arriver, surtout comment convaincre les gens surtout à aller vers la signature, et quels sont les avantages qu'on peut en trouver en signant sur la plateforme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à monsieur Innocent. J'ai lu dans la messagerie, vous aviez demandé à supprimer la levée de main. Je ne sais pas si vous aviez de questions, monsieur Innocent. S'il n'est pas là, je pense qu'il y a une question dans la... Vous êtes là, monsieur Innocent? Oui, on vous entend, monsieur Innocent. Ok, je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Je remercie vraiment le professeur pour la présentation. Moi, je m'appelle Feglo Innocent, je suis étudiant en première année en néphrologie à l'INMED de Cotonou. Bon, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, ça concerne la néphroprotection. Je voulais demander si la néphroprotection est également dans le cadre de limiter la survenue de l'insuffisance rénale ou de la maladie rénale. Et la deuxième, je vais compléter. On constate de nos jours, comme cause de la maladie rénale ou de l'insuffisance rénale, surtout aiguë, et
les avortements ou bien après les accouchements, on constate également que la population des patientes avec l'insuffisance rénale s'accroît également dans ce sens. Je voulais demander au professeur de nous aider dans le cadre d'une patiente ayant fait un accouchement ou bien avortement, quelles sont les mesures à mettre en place pour prévenir surtout cette maladie. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur. Vous avez la parole. Je vais demander à Monsieur Innocent et à Monsieur Zabirou de bien vouloir supprimer leur levé de main. Professeur, vous avez la parole. Merci, docteur Pascaline. Donc, pour la question posée par docteur Anaï, pour la signature, un peu c'est les signatures comme pour d'autres problèmes de santé qu'on demande de faire pour pouvoir impacter cette, si dans le cas de la pathologie, en signant cette pétition, si on a 1 million, ça permettra du poids, ça permettra davantage aux décideurs de donner d'intérêt aux maladies rénales. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, on demande à les étudiants, tout le personnel médical, paramédical, c'est rien d'autre, c'est aller dans le site tout le monde peut aller dans le site de la Société internationale de néphrologie, voilà, et vous signez, voilà. Quand vous faites ces prises en compte, voilà, je pense, moi, j'ai fait cette signature et je serai une dizaine de jours, j'étais en déplacement. Donc, il n'y a rien de retour, en faisant cela, c'est comme si tu contribues à améliorer la prise en charge des maladies rénales dans le monde, hein. Donc, on voulait plus ces signatures. Ces signatures-là vont permettre de dire que vraiment, comme on l'a dit, c'est un problème de santé publique, ça va donner du poids et on va prendre au sérieux, hein, cette pathologie. Donc, si vous avez suivi tout à l'heure, je vous ai dit que nos gouvernants accordent moins, voilà. Parce qu'il y a quelques années, il y a une déclaration d'Abuja qui dit à chaque pays d'accorder 15% de son budget. Mais quand vous allez voir les budgets, là, ça ne dépasse pas moins de 3%, hein. Donc, malheureusement, le budget va dans autre chose que dans la santé. Puisque pour faire autre chose, il faut qu'il y ait une meilleure santé. Donc, c'est dans ce but-là qu'il faut signer, cette signature-là. La deuxième question par rapport à mon jeune collègue qui est en 2S avec les deux maîtres, notamment le professeur Kossi et l'autre du Bénin. La nephroprotection, son but, par exemple, là où il y a la diapo sur les différents stades et la présence de l'albuminurie, quand vous voyez à ce stade, par exemple, au stade légère, quand le DFG est à 105, il y a une protéinurie. Quand vous faites la nephroprotection, donc s'il y a une hypertension artérielle, vous allez la traiter, vous allez traiter la protéinurie. S'il y a une obésité, puisque l'obésité aussi c'est un facteur de risque, vous la traitez, c'est un tabagisme. Donc quand vous faites tout, vous prenez à chaque tous ces éléments-là, vous allez voir que la maladie ne va pas évoluer rapidement vers l'insuffisance rénale chronique. Donc le but, comme je l'ai dit, c'est toujours d'arrêter la dégradation de la fonction rénale. Et par rapport à votre deuxième question, grossesse et insuffisance rénale, c'est une question d'actualité. Voilà, récemment, une de nos étudiantes a soutenu, je pense, en moins de 18 mois, environ 42 cas, et que nous retenons dans notre contexte que des grossesses non suivies, hein, les consultations prénatales, ou bien maintenant c'est un autre nom, je pense, c'est SPN ou bien, voilà. Donc, le contact avec les sages-femmes et gynécologues, vous allez voir certains qui ne font aucune de ces consultations. Et il y a beaucoup d'accouchements à domicile, il y a des complications, notamment le syndrome hémorragique qui n'est pas les complications infectieuses. Et bien sûr, il y a aussi des patientes à risque de faire des maladies rénales. Par exemple, quand vous avez quelqu'un déjà qui a l'existence d'une protéinurie ou bien qui a risque de faire une prééclampsie, donc
toutes ces situations. Donc, c'est pourquoi, au cours des CPN, on peut identifier les patients à risque. Maintenant, s'il n'y a pas de risque, c'est de bien, une fois après le suivi de la grossesse, après l'accouchement aussi, il faut bien prendre en charge l'après-grossesse dans l'immédiat, à moyen et court terme, hein. Je pense, donc, en un mot, c'est de rester en contact avec les structures de soins. Quand les patients remplissent ces conditions, c'est le type d'insuffisance rénale va diminuer, hein. Tu as raison parce que sur les 42, là, on a le tiers, environ le tiers des patients qui ont présenté, presque 30% qui ont présenté une insuffisance rénale chronique, hein. D'autres par défaut de dialyse, d'autres ils ont dialysé, mais la fonction rénale n'a pas permis une récupération parfaite, hein. Donc, c'est vraiment une question d'actualité. Nous devons travailler ensemble avec les gynécos, les pédiatres, parce que en plus de de cette chronicité de l'insuffisance rénale, ça s'accompagne du décès maternel et du décès infantile. Donc, ensemble avec les pédiatres, on devait travailler ensemble pour pouvoir améliorer la prise en charge. Docteur Pascal, Aline, voilà, de façon ramassée, je pense les questions qui m'ont été posées. Docteur Pascaline, Oui, professeur, je suis là. et voilà. Donc, je pense avoir répondu à la question surtout de mon jeune frère de 2 première année. Voilà. Donc, c'est fréquent, hein, voilà, donc, c'est d'accorder un intérêt particulier à la grossesse et au mois de l'accouchement, après l'accouchement, jusqu'à la sortie de la période du postpartum. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais d'abord profiter pour vous annoncer la thématique que nous allons aborder le samedi prochain. Il s'agit de l'introduction à l'EMDR. Je ne sais pas trop si vous savez c'est quoi l'EMDR. Mais l'EMDR, c'est une technique qui est utilisée beaucoup plus en psychologie qui permet de pouvoir guérir des traumatismes antérieurs. Donc, c'est une thérapie qu'on appelle l'EMDR. Cette thérapie utilise la stimulation sensorielle en pratiquant les mouvements des yeux afin de pouvoir guérir de tout ce qui est traumatisme psychique et les problèmes névrotiques. Donc, on va aborder ce chapitre avec cette thématique, autant pour moi, avec une psychologue. Et ce sera la thématique du samedi prochain. S'il n'y a pas d'autres questions, professeur, je pense qu'il y a une main levée. Maman Bra Mustapha. Monsieur Mustapha, vous avez la parole. Bon, en attendant qu'il ne puisse désactiver son micro, professeur, je vais vous laisser la parole afin de nous dire qu'est-ce que vous auriez aimé que nous puissions garder de la séance d'aujourd'hui et si possible partager avec nous le lien pour la pétition. Merci. Merci, docteur Pascaline. Donc, vraiment, je vous remercie. Comme je vous dis, tout ce qu'il faut retenir, l'insuffisance rénale chronique, c'est vraiment un problème majeur de santé publique. Elle touche l'enfant qui n'est même pas né, qui est dans le ventre de sa maman, l'enfant, l'adulte, le jeune. Ça touche l'homme, la femme, ça touche le pauvre, ça touche le riche. La prise en charge, elle est coûteuse et extrêmement complexe. Quand c'est chronique, c'est difficile de prendre en charge. Le pays essaie de faire, dans certains pays, à la gratuité, mais vous allez voir, la prise en charge, c'est pas. Il y a d'autres volets de la prise en charge aussi qu'il faut augmenter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au lieu d'investir seulement dans le volet traité
il faut éviter que le patient, comme ce qu'a écrit le journal là, il faut arrêter, anticiper la venue des patients en dialyse. Comment anticiper? C'est faire la prévention. Et la prévention, on connaît les facteurs les patients à risque et les hypertendus. Donc, il faut traiter ces patients, il faut baisser les chiffres de la pression artérielle. Ceux qui les diabétiques, il faut les traiter. Ceux qui ont une protéinurie élevée dans les activer ça. Et des moyens simples, on peut faire cette prévention. Et c'est pourquoi moi, chaque fois, je dis, si un patient vient, dit il a constaté dans cette structure, par exemple, au niveau test primaire, on n'a pas pu la pression artérielle. Vous avez payé, dit oui. Exigez, même si vous venez pour une fièvre, qu'on prend votre pression artérielle. Hein. Donc, en faisant de manière systématique dans nos centres de santé, dans les cliniques privées, la prise de la pression artérielle, la blanchette urinaire, c'est pas seulement pour le néphrologue, c'est un outil de travail pour, je veux dire, pour tout médecin. Donc, ça devait être quelque chose comme le stéto, voilà, ou bien le tensiomètre, ça devait être à côté de nous. Je pense si vous voyez le bandelettes pour faire la glycémie, même si c'est capillaire. Quand on fait ces gestes simples-là, je pense, même si c'est par année, et on voit le cas ici avec les étudiants en médecine. Par exemple, ici au Niger, il y a 8 régions. Chaque année, ils organisent des caravanes médicales. Ils arrivent à dépister, faire le dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'insuffisance rénale. Donc, en faisant ce dépistage, même si c'est par an, 8 personnes hypertendues qui ne se connaissent pas hypertendues qu'on arrive à déceler, et des diabétiques et ou bien des patients qui ont une protéine élevée, c'est parfait. Même si c'est pas 10, on va les ressortir dans la population et on va les prendre en charge. On n'en pas aller rapidement vers l'insuffisance rénale chronique. Et de l'autre côté, c'est la population. Il faut continuer à sensibiliser comme vous allez voir, l'insuffisance rénale chronique, plus de 80% de nos patients consultent au stade de complication. Hein. Donc, ils ne sont pas vus au stade 1, 2, 3 jusqu'à après terminal, c'est au stade terminal. Donc, il faut sensibiliser. Et pourquoi? C'est parce que avant de venir dans les centres de santé, la personne préfère d'abord voir le guérisseur traditionnel ou bien payer les médicaments de la rue. Donc, il faut une sensibilisation aussi au niveau de qui pouvait faire la chose. Il faut que le personnel médical et paramédical soient aguerris sur des notions des maladies rénales. Voilà. Et peut-être avant de vous remettre la parole, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette initiative utilisée. Et je pense que l'avenir nous aurons d'autres pour débattre également. Merci, docteur Pascaline. Docteur Pascaline. Je suis là, professeur. Désolé, ils avaient coupé tous les micros pour éviter les interférences. Ok, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on a vraiment compris l'essentiel du message que vous avez passé. Merci infiniment. Je vais profiter. Maintenant, il y a le lien que normalement je devais partager. En attendant que vous me partagez le lien, je vais profiter pour rappeler la procédure d'obtention de l'attestation du jour. Il suffira d'aller sur notre interface Rema Learning. Vous allez taper la thématique d'aujourd'hui, prévention de l'insuffisance rénale chronique, et vous allez suivre les instructions afin de pouvoir avoir l'attestation du jour. Je vais également profiter pour vous dire que pour avoir tous les cours que nous avons déjà fait jusque-là, vous pouvez les avoir sur la même plateforme. Vous pouvez également aller sur YouTube, taper Rema Learning, et vous aurez tout ce qui est enregistrement audio, vidéo, autant pour moi, des cours que nous avons déjà fait. Pour avoir la documentation, il suffira d'aller sur notre interface Rema Learning pour la voir. D'accord. Professeur, je vous laisse la parole pour le lien de la pétition. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup à Rosa qui a déjà partagé la procédure dans la messagerie. Oui, voilà, dans la messagerie, je partage le lien. Voilà. D'accord, professeur. C'est arrivé, je pense. Ou bien.
Pas encore. Mais on peut laisser la discussion juste ouverte, la page là, pour que chacun puisse noter le lien. Donc, normalement, c'est facile, hein. Il faut aller sur le site de la... c'est en minuscule TH, en minuscule TH, THEIN, la société .org. Vous allez voir la rubrique pétition, voilà, est signée, voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci à tous d'avoir suivi la séance de ce matin. Je nous espère très nombreux pour le prochain cours Introduction à l'EMDR. Venez apprendre des techniques de thérapie afin de pouvoir aider nos patients à sortir de leur traumatisme émotionnel. Portez-vous bien, passez un très bon week-end et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup à vous, professeur, pour votre temps et merci à tous pour la participation. Merci.